Aujourd'hui, on parle de l'eau pour le développement durable. Il s'agira des solutions pour l'eau basées sur la nature. Notre invité, professeur Kwame Fernand, il est le directeur de la gestion et de la protection des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Professeur Kwame, bonjour. Bonjour Abou Silla. Hier, 21 mars et aujourd'hui, 22 mars, deux grandes journées ont été célébrées ou sont célébrées. Il y a eu la journée internationale de la forêt, la journée mondiale de l'eau qui, elle, est célébrée aujourd'hui, 22 mars. On nous dit qu'entre l'eau et la forêt, il y a une corrélation. D'abord, quelle est l'importance de ces journées? Pourquoi les célèbre-t-on? Merci bien de l'occasion que vous nous donnez pour parler donc du binôme eau et forêt, qui sont deux ressources naturelles, renouvelables, et qui sont au cœur donc des activités que nous menons pour le développement et qui permettent donc de réduire la pauvreté des populations et qui améliorent le bien-être de ces populations. L'importance de ces journées vient du fait que tout ce que nous faisons, je crois, au niveau donc de nos activités de développement, repose sur essentiellement ces deux ressources naturelles. Et l'Assemblée générale des Nations unies, ayant donc constaté qu'il fallait célébrer ces deux ressources, a décrété ces deux journées qui se suivent, le 21 mars pour la Journée internationale des forêts et le 22 mars pour la Journée mondiale de l'eau, pour les célébrer et attirer l'attention de toute la population, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, ainsi que des pouvoirs publics, sur l'importance de cette ressource pour le développement durable. Sur l'importance de cette ressource, surtout l'eau, on a beaucoup parlé de forêt à cette tribune ici, Alerte Écolo, mais vous parlez de l'importance de l'eau. Quelle est donc son importance, cette ressource-là? L'eau intervient dans tous les secteurs de la vie. C'est pourquoi d'ailleurs on dit souvent, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et dans certains pays, le manque d'eau est source de problèmes. Le manque d'eau ne permet pas d'avoir de forêt. Vous allez voir que lorsque vous progressez dans le nord de l'Afrique, il y a des zones désertiques parce que la quantité d'eau qui tombe dans cette zone ne peut pas permettre de développer donc un couvert forestier. Lorsque vous revenez dans notre zone, qui est plus au sud, en Côte d'Ivoire, vous voyez que la Côte d'Ivoire est abondamment arrosée. C'est la nature, je veux dire que c'est un don de Dieu, mais cette abondance en ressources en eau nous permet également d'avoir une abondance au niveau du couvert forestier. Vous allez voir que le climat se dessine à partir donc de l'abondance ou de la pénurie des ressources en eau. Et nous avons parlé de forêt, mais la forêt est reliée également à l'eau parce que l'histoire de l'eau est un cycle. L'eau change d'état, se retrouve dans l'atmosphère, qui est un grand réservoir. Nous parlons d'eau atmosphérique qui se transforme en pluie qui tombe, qui retombe sur la terre. Ces eaux coulent dans les rivières, se stockent dans des lacs, s'infiltrent dans le sol, sont également utilisées par les plantes et sont retransmises à l'atmosphère par soit l'évaporation des plans d'eau, soit par la transpiration de ces plantes. Donc, la nature a fait de telle sorte que l'eau et, les forêts, le même cycle qui permet également d'établir un équilibre. Lorsque l'un de ces éléments manque, l'équilibre n'est plus établi. L'équilibre est dérangé. Au niveau du système écologique, vous allez voir qu'il va y avoir un dysfonctionnement et ce dysfonctionnement va avoir un impact sur la santé, va avoir un impact sur l'économie, va avoir un impact donc sur la vie tout court, sur la terre, parce que là où il y a l'absence de l'eau, on dit parfois qu'il y a absence de vie. Alors, professeur Kwame, vous parlez d'absence de l'eau. Là où il y a absence de l'eau, il y a absence de vie. Tout à l'heure, vous avez parlé d'abondance et de pénurie d'eau. Est-ce à dire que s'il y a de l'eau quelque part, cette eau peut disparaître? On peut
arriver à des situations où on n'a pas d'eau? Oui, cette eau peut disparaître. Cette eau peut disparaître. Parce qu'on nous dit que l'eau est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne l'eau. L'eau se trouve sous la terre. Comment est-ce que cette eau-là peut finir? Je vous parlais tout à l'heure d'un cycle de l'eau. L'eau a une histoire, quitte l'atmosphère, retombe sur le sol, s'écoule dans les fleuves, s'infiltre dans les nappes souterraines, vient à la mer, retourne donc par évaporation ou par transpiration des végétaux à l'atmosphère, et c'est un cycle sans fin. C'est ce cycle sans fin-là qui permet de distribuer l'eau. Mais l'eau est distribuée et l'eau est répartie de façon inégale à la surface même de la Terre et même aussi pendant le temps. Vous allez voir qu'il y a des saisons qui sont dites sèches et des saisons qui sont dites humides, qui sont dites pluvieuses. Dans notre pays, nous connaissons ces saisons. La question fondamentale... Mais aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, il est difficile de connaître ces saisons. Mais je vous laisse poursuivre votre idée. Avec le dérèglement climatique, il y a un décalage au niveau de ces saisons. Mais ces saisons existent bel et bien. Tout à fait. Il y a parfois des raccourcissements de saisons pluvieuses, mais le contraire aussi se produit à certains moments où la saison pluvieuse peut s'étaler sur une longue période. Vous avez parlé de dérèglement climatique. Effectivement, il s'agit donc du dérèglement climatique qui change maintenant tout ce que nous avons connu auparavant concernant donc nos saisons. Les saisons changeant, la question de l'eau devient très importante au cœur du développement. L'eau qui tombe et que nous laissons couler. Et nous nous rendons compte, quelques mois plus tard, que nous n'avons plus d'eau. Nous devons changer de comportement pour maîtriser cette eau, pour la mieux gérer et l'utiliser au temps opportun. Alors, vous parlez de changer de comportement pour maîtriser au mieux cette eau-là. Il faut le dire, hein, la majorité des eaux usées issues de nos ménages, de nos industries et des activités agricoles, cette majorité-là est directement restituée à la nature, sans traitement, malheureusement, sous nos tropiques ici. Alors, depuis quelques années, la pollution des eaux est observée en de nombreux endroits, notamment dans les bassins hydrologiques. Quelles conséquences pour les populations? Vous soulevez la question fondamentale du rejet de toutes les eaux usées domestiques, industrielles ou agricoles dans le milieu naturel. Lorsque l'eau est rejetée dans le milieu naturel sans être dépolluée, nous contaminons toute la ressource qui est disponible. D'ailleurs, nous l'observons, comme vous l'avez si bien signifié dans les exemples que vous présentez, tous nos bassins versants sont pratiquement sujets à ces pollutions que nous constatons à certains endroits. La ressource en eau, vous savez, l'eau coule. Lorsque vous jetez un polluant à un endroit A, ce polluant est transporté jusqu'à un endroit B. Et donc, un problème qui se pose... Parce qu'en amont aussi, à tout ce que je viens de citer, les activités agricoles, les activités des industries, les ménages, il y a aussi les orpailleurs qui utilisent du mercure, des produits très dangereux qui sont conduits par l'eau. Exactement. L'eau est un vecteur de transport de tous ces polluants. Lorsque je vous donnais l'exemple tout à l'heure, si vous jetez un polluant à Korogo, qui est dans le bassin versant du Bandama, ce polluant va transiter par le cours d'eau et s'écouler jusqu'à Nzianois. Parce que l'eau n'est pas une ressource comme la forêt, qui se trouve à un seul endroit, et lorsqu'il y a une dégradation de cette forêt, c'est à ce seul endroit que la dégradation se produit. L'eau qui coule fait que le polluant jeté dans le bassin versant en amont, va descendre jusqu'en aval et contaminer la ressource. Et toutes ces activités appellent à avoir un comportement éco-citoyen de la part des industriels qui doivent traiter les eaux, utiliser dans le cycle de production de leurs usines, les traiter avant de les rejeter dans la nature. Cela appelle également à
encadrer les activités minières, à les mieux maîtriser pour que le circuit de traitement de ces minerais ne soit pas rejeté dans la nature. L'orpaillage est illégal. Le vrai problème, c'est que l'orpaillage est illégal et il faut arriver à l'arrêter. Si on n'arrive pas à l'arrêter, nous serons tous comptables parce que l'orpaillage est exercé par une tranche de la population. On peut, par des opérations conjointes entre le ministère en charge de la gestion des ressources en eau, les ministères en charge de l'administration du territoire, les ministères en charge de la défense, le ministère en charge de la sécurité, de façon conjointe, organiser des séances pour arriver à, je l'ai dit, éradiquer ce phénomène qui est en train de polluer les ressources en eau que nous voyons partout. Les reportages de la télévision, les reportages sur le terrain de la radio nous montrent que ces activités d'orpaillage deviennent la menace sur les ressources en eau, deviennent la menace également des forêts, parce que ces activités d'orpaillage, lorsque vous arrivez dans ces zones, il y a la dégradation même de la forêt, la dégradation des terres, ce n'est pas seulement l'eau, et donc c'est tout l'écosystème qui est en train d'être dégradé. Alors, professeur Kwame, vous mettez le pied dans le plat. Cette situation, vous êtes en train de le dire, a un impact négatif sur l'environnement, sur l'exploitation des forêts, sur la santé, même le bien-être social des populations, auxquelles il convient d'apporter des réponses. Que fait votre structure, le ministère des Eaux et Forêts, que font les autorités et quelle est la stratégie de protection de l'eau? Vous qui êtes directeur de la gestion et de la protection des ressources en eau, quelle stratégie? Le ministère donc, des Eaux et Forêts vient de créer une direction générale des Eaux et Forêts pour arriver également à garantir la quantité et la qualité des ressources en eau. Quelle stratégie mettre en place? Les stratégies sont connues. Il s'agit pour tout ce qui concerne la pollution des ressources en eau, la dégradation forestière, d'arrêter et d'inverser les tendances. Lorsque vous parlez de forêt, on vous parlera de reconstitution du couvert forestier qui va permettre donc de rétablir l'équilibre rompu. On parlera également d'agriculture zéro déforestation. Nous devons continuer à nous développer en développant maintenant des techniques agricoles ou en pratiquant l'agriculture intelligente, innovante, sans pour autant continuer la dégradation de la forêt. Nous devons maintenant mettre en pratique tous les principes édictés par les codes forestiers ou le code de l'eau concernant les principes de préleveur-payeur pour arriver à garantir l'intégrité physique de l'eau, les principes de pollueur-payeur pour arriver à restaurer l'intégrité de l'eau qui est polluée. Toutes les industries ou tous les usagers de l'eau doivent pouvoir traiter toutes les ressources utilisées avant leur rejet dans la nature. Donc la loi existe et la loi va être appliquée à travers la police forestière et des ressources en eau qui va normalement sévir sur le terrain. Avant cela, tout ce que nous faisons depuis quelques années, nous faisons la sensibilisation. La sensibilisation de la population, la sensibilisation de tous les usagers qui utilisent cette ressource en eau, comme vous le savez, qui est le socle pratiquement du développement de la plupart des secteurs d'activité de notre pays. Alors, professeur, d'ici 2030, la pression sur la forêt et la demande en eau du pays seront en forte hausse en raison de la croissance démographique. Vous voyez que les naissances, on les voit tous les jours, on constate, il y en a de plus en plus. Et donc, en raison donc, de la croissance démographique et de l'urbanisation accélérée et la création de nouvelles zones industrielles et des exploitations agricoles. Alors, que faites-vous en amont déjà pour anticiper ? La question centrale de l'eau, comme je l'expliquais tout à l'heure, intéresse la plupart de tous les ministères
du gouvernement. Des engagements internationaux sont pris. C'est une question transversale. C'est une question transversale. Nous partons à la COP parce que le climat change. Il y a normalement des engagements internationaux que nous prenons pour la protection de la nature, pour la protection des ressources en eau, pour la protection des écosystèmes forestiers et pour notre bien-être social. Nous participons également aux réunions pour faire le point sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qui sont des objectifs qui vont permettre de réduire la pauvreté et d'améliorer le bien-être social. Il n'y a que le respect de ces engagements pris par tous les partenaires, tous les ministères impliqués dans la gestion de ces ressources en eau, qui vont permettre donc de mettre en place un climat favorable pour le développement de toutes ces activités. Et donc, le ministère des Eaux et Forêts assure la coordination en tant que gestionnaire des ressources en eau. Mais cette ressource en eau est partagée pour différents usages. Donc, nous devons arriver à mettre en place des plateformes de travail avec tous les ministères en charge, par exemple, de l'agriculture, pour les questions de maîtrise de l'eau, permettant donc d'avoir tout au long de l'année donc des denrées alimentaires pour résoudre des problèmes de sécurité alimentaire. Nous devons également travailler, et nous le faisons, avec le ministère en charge de l'énergie pour arriver à garantir un débit au niveau donc des cours d'eau qui permettent de produire de l'électricité et d'assurer la sécurité énergétique au niveau du pays. Justement, parlant de cela, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, le ministère des Eaux et Forêts conduit une politique gouvernementale qui s'articule autour de 4 points majeurs. Vous l'avez dit. Quels sont ces points, professeur? La politique gouvernementale donc s'articule autour du respect de toutes les conventions internationales, de tous les engagements que le gouvernement prend à l'échelle internationale, de tous les engagements également nationaux et de la création d'un environnement favorable aux activités, je l'ai dit, agricoles, énergétiques, des activités industrielles également, des engagements pour la préservation de notre diversité biologique et la poursuite de notre développement économique qui nous permettra donc d'être émergents à l'horizon 2020. Madame, Monsieur, vous suivez Alerte Écolo, le magazine d'information, de sensibilisation et d'éducation au développement durable et à l'éco-citoyenneté sur Radio Côte d'Ivoire, la radio verte. Dans quelques instants, dans 4 petites minutes, nous allons ouvrir le téléphone pour ceux qui veulent participer à cette émission. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Ce sera après le flash des sports à 9h30 qui vous sera certainement présenté par Koulibaly Ladji Saintou. Pour l'heure, nous sommes avec notre invité, professeur Kwame Fernand. Il est directeur de la gestion et de la protection des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Le thème cette année, c'est solutions pour l'eau basées sur la nature. On parle donc de l'eau pour le développement durable. Professeur, ce thème, l'eau, solutions pour l'eau basée sur la nature. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Le thème donc de la Journée mondiale de l'eau, les solutions de l'eau basées sur la nature, nous demande et nous interpelle de réfléchir ou de mener des actions sur les différentes manières dont nous devons utiliser l'eau, dont nous devons utiliser la nature pour protéger les ressources en eau. Les ressources en eau, c'est l'eau de pluie, c'est l'eau dans les cours d'eau, c'est l'eau dans la nappe souterraine, c'est l'eau également de la mer. Et ces ressources dans la nature peuvent être protégées si nous avons un comportement éco-citoyen. Justement, vous parlez de comportement éco-citoyen. Je pense même que c'est là la grande problématique. Dans cette gestion de l'eau, de nos ressources en eau, quel doit être le comportement des populations, professeur Kwame?
tout ce qui est rejeté dans l'eau qui coule arrive toujours à impacter directement sur soit la santé, soit sur les activités agricoles, soit sur les activités énergétiques, soit sur le transport, sur donc toutes les activités. Donc, quand on se lève, on prend quelque chose, je parle par exemple de l'eau usée, de l'eau sale ou même des déchets solides qu'on jette à l'eau, ça ne se perd pas, ça a des conséquences après. Exactement. Alors qu'on penserait que ça va dans l'eau et puis après ça se retrouve dans la mer et puis, ben voilà, c'est bon, c'est une grande poubelle, il n'y a rien à faire, pas de conséquences. Oui, il y a un niveau, un seuil minimal où l'eau arrive à s'auto-épurer. Mais lorsque ce seuil est dépassé, vous avez l'exemple de notre lagune. N'allons pas plus loin pour chercher des exemples. Ouais. L'exemple de notre lagune nous montre que notre comportement, à travers le rejet de l'eau usée, domestique ou industrielle, conduit à la mort de cette lagune qui était appelée Perle. Abidjan Perle des Abidjan des Lagunes. Lagunes. Mais à la mort de cette lagune, vous la voyez que le ministère de l'Environnement tente de réveiller à travers donc une dépollution et avec le tourisme qui va se développer, nous pourrons avoir une nouvelle vie autour de cette lagune.